Start recording. Ah voilà. Ok. Et voilà, nous allons continuer le cours sur le système endocrinien. Et donc nous sommes dans le système endocrinien. Et on avait terminé assez dramatiquement, c'est vrai, avec l'accoutumance au cortisol, hein. Et parce que la surrénale, la glande surrénale, donc qui se trouve au-dessus de chacun des reins, qu'on en ait deux ou trois, parfois ça arrive, eh bien, euh, on est, on a cette première qui est le cortisol. Euh, donc le cortisol, il agit, c'est un peu l'hormone du stress, hein, elle agit sur le système, elle affaiblit le système immunitaire. Enfin, à court terme, elle fait plein de trucs bien. Le bon stress, c'est bien. C'est même très bon pour la santé. Enfin, ça permet de produire plus de glucose à partir du foie, d'augmenter la pression sanguine, transpirer plus, respiration rapide, accélération du rythme cardiaque, vision rétrécie, on diminue la digestion et on, voilà, c'est un petit peu ça que ça fait, c'est sécrété par l'hypophyse. Et en fait, c'est lié, on va faire tout de suite un saut. Je vous un deuxième truc. Voilà. Qui est, c'est tout directement lié en fait à ce qu'on appelle le sympathique et l'orthosympathique et le parasympathique, qui s'appelle le système nerveux autonome. Alors ça, je suppose que tu as déjà entendu parler, que tu connais. C'est qu'on a géré directement depuis l'hypothalamus, ou en étroite collaboration avec l'hypothalamus, on a le système nerveux autonome qui, euh, on a la partie qui s'appelle sympathique ou orthosympathique qui, voilà, elle fonctionne à travers des ganglions. Tu vois, on a ici la colonne vertébrale et on a ici, à chaque fois, on va être relié à un ganglion, des ganglions de la chaîne sympathique et on va ici jouer avec la dilatation des pupilles, contraction des vaisseaux, inhibition de la salivation, dilatation des bronches, accélération du rythme cardiaque, inhibition de la digestion. Ici, on va agir sur le pancréas, hein, on va lui dire de stop, inhiber la digestion, stimuler la libération de glucose au niveau du foie, sécréter de l'adrénaline. Donc ça, c'est ce qui nous, hein, c'est la grosse. Et l'adrénaline va agir sur plein de trucs, ce qu'on vient de voir en fait. Euh, Elle va agir sur tous ces schémas-là, en fait. Contracter la vessie. Ah, et puis aussi, le sympathique est en relation avec l'orgasme, tandis que le relaxation, qu'on l'a vu, c'est en relation avec l'érection. Donc ça, c'est vraiment qu'on est stimulé euh, pour agir, pour réagir à quelque chose, que ce soit d'une façon générale. Par opposition, on a le système parasympathique qui fait l'inverse. Mais ça, on rentrera dans le détail avec le système nerveux. Voilà, pardon. Si je hop, je roule.
Donc l'adrénaline ici, ça va donner un coup de fouet, hein, donc ça, les cellules du cortex surrénalien produisent le cortisol, produisent l'adrénaline et produisent aussi l'aldostérone. L'aldostérone, on a déjà vu ça avec les reins. Je refais un retour aux reins. Je refais un retour au système excrétor, vite fait. Pour comme ça, on se le remémore un petit peu. Donc, c'était ici. Quand on n'a pas assez de volume sanguin, donc on est en hypovolémie, eh bien, on va sécréter l'aldostérone ici. Depuis là, parce qu'on a on a des récepteurs, l'aldostérone ici, qui va permettre la production d'aquaporine. Et l'aquaporine va faire rentrer l'eau, donc va faire récupérer l'eau et va augmenter la pression de la pression sanguine en fait, hein. On va augmenter le volume sanguin. Donc l'aldostérone, c'est le cortex. Alors tout ça va dans un espèce de grand, appelons ça cirque si tu veux, c'est que on a le foie qui sécrète l'angiotensinogène, le rein qui sécrète la rénine, qui permet de transformer ça en angiotensine 1, et on sait que angiotensine 1, angiotensine 2, ce couple-là, va gérer, moduler la vasoconstriction, vasodilatation. Et en plus de ça, l'angiotensine 2 va stimuler l'aldostérone qui fait augmenter le volume sanguin. Donc en angiotensine 2, c'est très important. On voit que c'est vraiment au centre et on avait vu que la protéine spike, qui est en analogue en fait du récepteur de euh, l'angiotensine 2, va euh, par le biais de des immunoglobulines qu'elle va déclencher contre elle, va provoquer des copies des récepteurs et donc euh, pousser l'équilibre vers l'angiotensine 2 et donc vers la vasoconstriction. Voilà. Le rein, on l'a déjà vu maintenant plein de fois, donc on est bien au clair avec le rein, hein. L'érythropoïétine et la rénine. La rénine, on vient de voir, hein, que c'était, je repasse encore la rénine. Ah, pardon. La rénine, on vient de voir ici. L'érythropoïétine et le calcitrol, qui est l'hormone active dans la vitamine D. Donc, le rein joue également un rôle dans la vitamine D, puisqu'elle active la vitamine D. Alors, les sources de vitamine D, les graisses de poisson, enfin, faut manger, voilà, on peut manger de poisson en grande quantité, et le soleil, et aussi les champignons, voilà. Et donc ça va au foie, ça fait le précurseur, et le précurseur devient actif à partir du moment où il est transformé grâce aux reins, à l'action des reins. Et à ce moment-là, ça va agir, la vitamine D va agir à plein d'endroits, comme on l'avait vu, mais on voit qu'elle agit aussi au niveau de la parathyroïde, de l'intestin, des os, enfin de nombreux effets, hein. Qu'elle active le tyrosine kinase, donc elle permet d'augmenter de réguler le calcium, d'améliorer le calcium intracellulaire, en fait, et ainsi plein de choses. Et notamment que la vitamine D renforce le système immunitaire, comme on l'a vu. Allons plus loin. On a le pancréas.
Le pancréas, c'est donc quelque chose qui participe au système digestif, hein, ici, voilà, et qui va produire. Le pancréas, c'est une glande hormonale mixte, c'est-à-dire qu'elle produit des choses pour euh, endocriniens, et puis elle produit aussi du sucre pancréatique pour la digestion. Ça, on verra dans le détail, enfin, tu verras dans le détail avec le système digestif. Et on est, euh, il faut que je vais juste prendre quelque chose à boire, parce que j'ai du mal à parler, parce que la gorge sèche. Tu me donnes une seconde, et je te passe déjà ça ici. Alors le pancréas, il va beaucoup jouer sur la glycémie. Voilà. Donc, c'est le sucre, oui. Donc, lorsqu'on a trop de sucre dans le sang, trop de glucose, eh bien, ça va activer les cellules bêta, les cellules bêta qui vont produire de l'insuline. Et ça va augmenter le transport de glucose vers le milieu intracellulaire, ça va stimuler la glycogénèse hépatique et musculaire, donc on va fabriquer plus de glycogène à partir du glucose. Et ça, c'est au niveau du foie et au niveau des muscles. On va stimuler la synthèse des lipides à partir de glucose par les cellules adipeuses. Donc en fait, il faut repomper le sucre si on a trop. C'est logique. Et ça, c'est les cellules bêta. Oui, ce sont des sucres. Et donc, ils vont subir le même, le sucre des naturels sont beaucoup moins nocifs que le sucre, artificiel de toute façon, mais ça en reste pas moins des sucres, donc ça suit le même schéma. Par contre, si tu es en hypoglycémie, et là, ça peut arriver si tu manges absolument plus de sucre ou si tu fais énormément d'exercices physiques, de sport et que tu te dépenses dans tous les sens. Alors, ça peut être les deux. Attends, on va voir ça tout de suite. On a le diabète de type 1, le diabète de type 2. Euh, L'hypoglycémie, c'est les cellules alpha, donc on a les cellules bêta et les cellules alpha. Elles sécrètent le glucagon. Et le glucagon, donc c'est quand il n'y a pas assez de sucre, le glucagon, il va stimuler la glycogénolyse, c'est-à-dire on va redécouper le glycogène pour produire du glucose, et il va aussi stimuler la néoglycogénèse. Et donc ça va, si ça se passe bien, s'il y a tout ce qu'il faut, produire, élever la glycémie, et donc on va retrouver dans une glycémie normale. Donc le pancréas, il a vraiment un rôle absolument euh, important, hein, de très grande importance. On se souvient, évidemment, je ne résiste pas à faire un saut à la cellule, comme ça nous permet de bien, puisqu'on a vu beaucoup l'insuline au moment de la cellule, hein. Donc voilà, je ne résiste pas à te montrer ceci. On avait déjà vu. Donc ça, c'est une cellule qui va produire de l'insuline. Et en fait, beaucoup de, voilà, quand il y a beaucoup de glucose, bah, du fait des mitochondries, s'il y a évidemment de l'oxygène, hmm, on va pouvoir produire beaucoup plus d'ATP et ça va dépolariser la montagne. Cet ATP va activer le canal K+, il va faire sortir
du potassium et qui va provoquer, quand on fait sortir du tas beaucoup de plus, ça va dépolariser. Cette dépolarisation va activer les canaux calcium voltage dépendant. Très important, on retient bien ça. Canal Ca++ voltage dépendant. Retiens ça. Et donc, on fait rentrer du calcium, et ce calcium qui va réguler, comme le calcium est un grand régulateur, il va réguler l'exocytose, il va provoquer l'exocytose, et donc on va avoir de l'insuline dans le sang. Oui, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de glucose dans le sang, donc il y aura beaucoup de glucose dans le liquide extracellulaire. Logique. Comme il y a beaucoup de glucose, il va rentrer dans la cellule, parce il y a des processus pour faire rentrer le glucose, et donc on va avoir plus de glucose. Si on a plus de glucose, en présence d'oxygène, hein, s'il y a beaucoup d'oxygène aussi, ça va activer le cycle de Krebs. Hein. Donc on va produire plus d'ATP, d'accord? Dans les mitochondries. Oui. Donc comme on a beaucoup plus d'ATP, cet ATP va influer, il va agir au niveau des canaux. Il y a des protéines spéciales qui permettent de sortir le potassium en, quand il y a un excédent d'ATP. Donc, on va sortir beaucoup plus de potassium. Du coup, ben, il y aura plus de charges positives ici, donc ça va faire que la polarisation de la membrane va être dépolarisée. On avait moins 20 millivolts, tout d'un coup, on va avoir plus 5 millivolts. Oups, ça va, ça va activer les canaux qui dépendent du voltage, canaux à calcium voltage dépendant. Ces canaux-là vont faire rentrer du calcium, et le calcium, comme on le sait, c'est un ion qui est un ion régulateur. Et lui, il régule, dans ce cas-ci, les vésicules qui sont déjà prêtes avec plein d'insuline vont pouvoir être déversées dans le liquide extracellulaire. Du coup, il va aller, et là je retourne à l'endocrinien, il va aller ici. Hein, du coup, il va aller dans le sang, il va trouver les cellules au niveau général, il va augmenter le transport du glucose vers le milieu intracellulaire. Trop de glucose dans le sang, on ramène le glucose dans les cellules. Stimulation du glycogénèse hépatique et musculaire. Donc dans le foie et dans les muscles, on va fabriquer du glycogène. Hop, il revient. Ça nous permet de faire une belle révision en, voilà, des glycogènes. Hop, si le glycogène, c'est celui-là. Donc, stimulation de la glycogénèse, c'est-à-dire on va, ça c'est on va attacher des glucoses ensemble, d'accord? Comme des petits trains, comme des Lego. Du coup, le glucose sera plus compact. Il y en a trop dans le sang, donc on le planque dans le glycogène. Hein. Normal, ok? Et on va aussi, euh, stimulation de la synthèse des lipides à partir du glucose par les cellules adipeuses. Donc on a trop de sucre, donc on va le mettre dans, on va on va au niveau à partir des les cellules adipeuses vont faire leur boulot en transformant le sucre en graisse. Très bien. Stimulation de la glycogénèse, on a vu, voilà. Ok. Ça, c'est quand on est en hyperglycémie. Lorsqu'on est en hypoglycémie, les cellules alpha vont sécréter du glucagon. Le glucagon va stimuler la glycogénolyse. Ah bah tiens, la glycogénolyse, c'est la réaction inverse à celle à la glycogénèse. On va retirer des glucoses du glycogène. Et on va libérer, donc on va casser les petits sucres du glycogène pour libérer du glucose. Et stimulation de la néoglucogénèse. Ça, c'est s'il y a vraiment plus de sucre. Si t'as plus de glycogène, si t'as plus de graisse et tout ça, ben tu vas
tu vas augmenter la proportion par laquelle tu fabriques carrément du sucre à partir des triglycérides, à partir des morceaux d'acides aminés. Tu prends les autres molécules, tu as besoin de sucre, hein, donc on a aussi cette néoglucogénèse. Donc il y a la glycolyse, la glycogénèse, la glycogénolyse et la néoglucogénèse. Ça va? La- Oui, oui. C'est hyperglycémie, hein. Hyperglycémie, c'est quand il y a trop de sucre. Bon, je vais t'écrire ça, les mots-clés principaux, d'accord? Tout de suite. Je te les mets sur la discussion. C'est vraiment les mots-clés principaux, qui sont les plus importants. Alors, tac, je te les mets ici. Donc, on a l'hyperglycémie. Hop, je trouve la boîte de dialogue. Voilà. Hyperglycémie. On a trop de sucre. Hypoglycémie, on n'a pas assez de sucre dans le sang. D'accord? Hyper, quand tu vois hyper marché, hyper activité, ça c'est vraiment quand il y a beaucoup. Mais quand il y a trop, c'est hypo. Enfin, hypo, on est hypo. Comme les hippopotames, enfin, ils sont hypo. Enfin, bon, il n'y a pas assez, quoi. Hypo. Hyper, c'est quand il y a trop. Hypo, c'est quand il n'y a pas assez. Et alors, regarde, les hyper, ben, il va activer les cellules bêta, qui va produire l'insuline, qui va, euh, et là, on va en fait stocker le sucre, en fait, par toutes les façons. On va stocker le glucose, hein. Et pour stocker le glucose, il y a trois façons. On peut faire du glycogène. D'abord, il faut repomper dans les cellules au maximum. Deux, il faut refaire du glycogène avec le glucose. Et trois, on peut aussi le stocker dans les graisses. Ça, c'est bon. Puis maintenant, quand on est en hypoglycémie, il n'y a pas assez de glucose dans le sang. Donc, il faut trouver des sources. Et donc, eh ben, il faut déjà on pourrait demander aux graisses de faire quelque chose. Allez, les cellules adipocytes, faites quelque chose. Donnez-nous reproduisez. Faites de la lipolyse. Hein? Ça, c'est déjà une chose. Demandez aux cellules du foie, aux cellules musculaires de faire de la euh, glycogénolyse. OK? Glycogénolyse. Oui. Non, si t'es en hyper, si t'as trop de sucre en liberté dans le sang, il faut stocker le glucose dans le glycogène, dans les graisses, le planquer dans les cellules. Il faut le stocker, le rapatrier, d'accord? Partout là où on peut. Par exemple, donc si tu as trop de sucre dans le sang, tu viens de boire un coca, voilà, un litre de coca, et après ton pardon, tu plein de sucre dans le sang. Et donc, au niveau de ton pancréas, les cellules bêta vont sécréter de l'insuline. Cette insuline, elle va circuler dans le sang, elle va dire aux adipocytes, et repompez-moi ce glucose pour faire de la graisse avec. Elle va dire aux cellules du foie, aux cellules de muscles, et repompez-moi ce glucose comme vous pouvez, et faites-moi, avec ce glucose, rattachez-le dans le glycogène. Faites-moi de la glycogénèse. C'est là où on attache le glucose ensemble. Comme ça, il est compact. Comme ça, on en a moins dans le sang, au résultat. Donc, ça permet de stocker le glucose là où on peut.
Par contre, quand on est en hypoglycémie, donc il n'y a pas assez de sucre, euh, par exemple, il y a vraiment pas assez de sucre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va demander s'il y a encore des adipocytes. Bon, faites-nous de la lipolyse, là, on veut du sucre. Donc, brûlez-moi les graisses, là, pour faire du sucre. On va aussi demander aux cellules qui en ont, les cellules du foie, les cellules des muscles, rendez-nous du sucre, du glucose, à partir du glycogène. Donc, faites de la glycogénolyse, c'est-à-dire on va casser le glycogène en petit glucose. Comme ça, il y aura du glucose. Et si on n'a plus, si on n'a pas assez, on peut aussi demander aux cellules, particulièrement aux cellules hépatiques, celles du foie qui font ça faire plein de trucs. Voilà, donc on va leur demander, ben, allez, faites-nous du sucre hein, à partir de ce que vous avez de plus petit. Si vous avez des triglycérides, si vous avez des acides aminés, si vous avez des petits pyruvites, mettez-moi ça ensemble, faites-moi du sucre. Il y a des voies chimiques pour fabriquer du sucre, donc du glucose, à partir d'autres petites molécules. Ça s'appelle la néoglucogénèse. Voilà. Donc on a la glycolyse, c'est casser le sucre pour faire du pyruvate pour aller dans le cycle de Krebs. On a la glycogénèse, c'est de fabriquer du glycogène. On a la glycogénolyse, c'est casser le glycogène pour produire des petites molécules de sucre. Et on a la néoglucogénèse qui sert à faire du sucre à partir de plus petites molécules. Hum. Ça, c'est Donc je t'écris ces trucs-là. On a la glycolyse, on a la glycogénèse, on a la glycogénolyse et on a la néoglucogénèse. C'est des mots affreux, je le reconnais. C'est, il y a quatre termes. Il y en a un qui n'a rien, qui participe pour faire de la deux pyruvate à partir du glucose. Hein, c'est la glycolyse avant de passer au cycle de Krebs avec les mitochondries. Je te le repasse, comme ça, tu l'as. Je le repasse, on se va se faire plaisir. Bien sûr, quoi, c'est toujours évident, quoi. On revient toujours, c'est pour ça qu'on revient toujours à la cellule. On y revient toujours. Parce que alors, euh, là, la glycolyse. Ah, alors, là, on va très bien ici. Là. Voilà, on a le glucose ici. Et là, c'est glycolyse. Parce que pour produire ce qui rentre dans les mitochondries pour faire le cycle de Krebs, on a besoin de pyruvate. Donc, on va casser le glucose en deux groupements de 3 carbones. Donc, c'est une molécule à 6 carbones, hein, le glucose. Et là, on gagne 2 ATP, héroïquement. Donc, c'est plus grand chose, hein, mais c'est déjà pas mal. Et donc, en présence d'oxygène, il faut aussi qu'il y ait beaucoup d'oxygène, une bonne oxygénation, et ben, à ce moment-là, dans la mitochondrie, on va produire beaucoup, une trentaine de ATP, grâce, ici, à ce système de transport d'électrons, ici. Très bien. Ça, c'est la glycolyse ici. Ça, c'est le cycle de Krebs. Première chose qu'on fait avec le sucre. Deuxième chose qu'on fait avec le sucre, hop, je vais pas crier, c'est la glycogénèse. Alors, c'est vrai que ce mot est malheureux parce qu'il fait penser à glycolyse, alors que ça n'a rien à voir. C'est le glycogène. Ouais, glycogène. Le glycogène, c'est quand on met des molécules de sucre ensemble pour qu'elles prennent moins de place dans la cellule, pour vraiment les condenser, toi. Là, c'est un glucose, là, c'est un glucose, c'est un glucose. Et en fait, on les attache comme ça, comme des petites fourmis, hein, à la queue leu, hein, pour en faire des trucs bien compacts. Comme ça, ils prennent moins de place dans la cellule, puis surtout, ils font pas exploser la cellule avec l'osmose.
On a vu que l'osmose, c'était pas drôle. Et donc, hop, ici, tu vois, on fait de la glycogénèse, parce que ça, c'est du glycogène, hein. Alors, si on fait l'opération inverse, qui consiste à libérer du glucose du glycogène, ça s'appellera la glycogénolyse. Alors, il y a le dernier, c'est la néoglucogénèse, qui consiste à faire du sucre, à faire du glucose à partir d'autres molécules. Alors ici, j'ai pas d'illustration particulière, mais c'est en fait, ça va consister à faire du sucre à partir d'autres molécules. Donc, on va fabriquer à partir de molécules de graisse, à partir de molécules d'acides aminés, on va fabriquer ça. De façon chimique avec des enzymes. C'est plus compliqué, ça s'appelle la néoglucogénèse. Ok, comme ça on fabrique du glucose et on a. Donc maintenant, on revient au système endocrinien et on est ici, hein. Alors, ça c'est bien. On a vu qu'il y a on peut l'hyperglycémie, l'hypoglycémie, c'est bien. Ok. Maintenant, il y a les diabètes. Alors, il y a deux types de diabète. Enfin, il y a deux grands types, il y a d'autres diabètes aussi, hein, mais t'as un diabète ici de type 1, c'est assez simple. C'est le diabète de voilà, ouais, tu peux pas produire de l'insuline. Donc le pancréas produit peu ou pas d'insuline. Du coup, ben il faut donner de l'insuline. Si tu fais des injections ou des patchs d'insuline, et ben voilà, tu vas faire rentrer ou des précurseurs d'insuline. Voilà, c'est pas ou peu. Alors pourquoi? Parce que on va voir ça de nouveau. On va la cellule. Il y a des cellules qui sont hop, hop, insuline. Voilà, ici par exemple, tu pourrais très bien avoir un problème, tu vois. Ici, donc là, par exemple, on fabrique ça, c'est par exemple typiquement pour fabriquer l'insuline. Donc tu es ici, tu fabriques des vésicules. Par exemple, il y a un problème avec le Golgi. Par exemple, il peut y avoir plein de types de. Au niveau génétique, ça va pas. Par exemple, l'activation des vésicules se passe pas bien. Il peut y avoir ce mécanisme-là qui marche pas bien. Et bien, tu viens de soulever quelque chose d'extrêmement important. Le, imagine que le canal CA++, voltage dépendant, ne marche pas bien. Ah! Eh ben, moi, j'ai un article qui vient d'être publié d'un chercheur anglais, très spécialisé de la question, euh, qui étudie ça avec tout son groupe de travail depuis 2016, et et dans cet article, il y a 270 références et qui disent que voilà, les téléphones portables et la téléphonie mobile a un impact très négatif sur le fonctionnement des canaux à calcium voltage dépendant. Ah, mince. Ah. Et oui, les portables, c'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe. Enfin, la pollution digitale électromagnétique, elle est extrêmement dangereuse et elle agit, par exemple, elle agit sur l'autisme. On verra ça plus tard, quand on verra le système nerveux. Donc voilà ici une illustration. Par exemple, tu posais la question, voilà une réponse. On peut très bien avoir des diabètes de type 1 qui sont renforcés par ici, une mauvaise, une pompe qui fonctionne mal. Ou alors, par exemple, tu pourrais moins bien pomper le glucose. Ou alors, tu aurais la pompe ici qui fonctionne pas bien. Donc, tu vois, il y a chaque fois, tu peux avoir des causes multiples, hein. C'est pas une seule cause qui va générer une maladie. En fait, ici, c'est une maladie qui peut avoir des origines multiples, hmm, des causes multiples, ou un ensemble de causes. Et donc, on produit pas assez ou trop peu d'insuline, et donc,
À ce moment-là, bon, on peut pas réguler comme il faut le taux de sucre dans le sang et ça pose problème. Le deuxième type de diabète, c'est le diabète de type 2. Et là, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que tu produis de l'insuline, mais l'insuline, il y a des récepteurs. Alors, soit ça marche pas bien au niveau des récepteurs, et donc, t'as beau avoir de l'insuline, elle va pas, euh, elle va pas fonctionner parce qu'elle va pas activer le truc. Soit tu as ici des effets ici euh, qui vont pas pouvoir, si tu veux, envoyer le signal. Et donc, tu as plusieurs causes. Soit c'est la pompe ici qui va pas fonctionner. Donc, de nouveau, ici, dans le diabète de type 2, qui, qui se manifeste comme une résistance à l'insuline, c'est une machine à laver, qui se manifeste comme une résistance à l'insuline, tu peux avoir de nombreuses causes possibles. Euh, Ici, on en énumère que trois, mais tu as encore d'autres possibilités. Donc voilà. Voilà pour le diabète de type 1, le diabète de type 2, l'hyperglycémie, l'hypoglycémie. Alors, diabète de type 1, tu vois bien l'écran hein, que je te montre. Tu vois l'écran, hein, ici. Ouais. Diabète de type 1, tu vois? C'est quand il y a trop de glucose, mais on produit pas assez d'insuline. Du coup, on peut pas faire toutes les opérations de récupération dans le foie et dans les muscles. On peut pas faire les opérations de fabrication de graisse. Il y a quelque chose qui va pas. On peut pas faire. Donc ça, c'est le niveau diabète de type 1. Deuxième type de et c'est parce qu'en général, on produit pas peu d'insuline. Donc on essaie de compenser en donnant des patchs d'insuline. Ok. Deuxième type de diabète, bah, c'est le diabète qui, même si tu donnes des patchs d'insuline, eh ben ça répond pas. Parce qu'en fait le mécanisme est différent, c'est que ben voilà l'insuline t'as beau en produire, elle n'agit pas parce que les récepteurs fonctionnent pas bien, ou alors le ici le GLUT4, parce ça donne un signal normalement pour pomper. Et là, le signal fonctionne pas, ou carrément, la pompe ne fonctionne pas. Donc, voilà trois causes du diabète de type 2. Il y a encore d'autres possibilités aussi, hein. Donc, voilà un petit peu comment on catégorise ces deux diabètes avec le diabète. Est-ce que tu as une question? Tu me parlais d'une patiente qui, tu me parlais tout à l'heure d'une patiente avec un diabète. Ouais? Et voilà. Et en fait, elles ont des patchs. Elles prennent de l'insuline. Oui. Hein. Ok. Voilà, ben voilà, je peux leur demander si c'est un... Oui. Oui. Ah, d'accord. D'accord. Ouais. Ouais. Bon, prochaine fois, tu peux leur demander, tiens, est-ce que c'est un diabète de type 1 ou un diabète de type 2? Comme ça, elles vont être, je suis tombé sur un professionnel. Voilà. D'accord. Ben oui, évidemment. Là, il faut surtout pas te gêner. Et puis, donc, on a fini avec le pancréas et on va s'intéresser maintenant à la glande pinéale. La glande pinéale, j'adore. Parce qu'en fait, la glande pinéale, dans le cerveau,
Elle se trouve, attends, en même temps. Donc c'est en plein milieu du cerveau, c'est au-dessus du thalamus. C'est vraiment notre glande de méditation, hein. La glande pinole, on appelle ça d'ailleurs le troisième œil. T'as déjà entendu parler? La glande pinéale. C'est vraiment notre troisième œil. C'est quand tu médites à fond et que tu sens le truc au sommet de ton cerveau, là, c'est ta glande pinéale, hein. C'est ton troisième œil, c'est ton. Et en fait, la glande pinéale, c'est une partie, c'est un peu comme l'hypothalamus, mais au niveau spirituel. C'est-à-dire que c'est ton antenne spirituelle. Carrément. T'es capable de- c'est vraiment l'input des informations spirituelles, comme tu as un input des informations physiologiques, des informations sensorielles, au niveau du thalamus qui intègre tout en fait. Et ici, donc tu as aussi la glande pinèle, elle se trouve aussi au cœur du système qu'on appelle circadien, c'est-à-dire la perception du jour, de la nuit, de la régulation des rythmes jour, nuit, sommeil, éveil, etc. Donc si par exemple ici la lumière, tant qu'elle arrive dans le globe oculaire et qu'elle va sur la rétine, ici tu as des détecteurs spécialisés, des cellules spécialisées qui vont en fait communiquer avec un noyau ici dans le cerveau qu'on appelle le noyau suprachiasmatique. Enfin, je vais commencer à mettre quelque chose. Donne une seconde, comme ça on va tout localiser. Arrêtez d'être flou par rapport à ça. Mhm. Et on va arrêter d'être flou. On va être bien précis. Donc on va aller voir. On prépare un petit display. Voilà. Et on va chercher suprachiasmatique. Suprachiasmatique. Thalamus, pensicule, pituitaire, basal, ganglia, putamen, caudal nucleus. Voilà. Je me suis dit que, bon, petit à petit, on va zoomer dans le cerveau. Donc, toi, t'as des petits noyaux ici, toi. Ça, hop là, un joli petit noyau ici aussi. Et dans ces noyaux, eh bien, il correspond à ceci. Hop là, tu vas envoyer un signal qui va communiquer avec un autre noyau, qui va descendre au niveau de la moelle épinière et qui va remonter à un ganglion pour finalement aller euh, inhiber la pro il va inhiber, enfin, il va donner un signal d'inhibition à la glande pinéale, ce qui va déclencher la production de mélatonine et la libération de mélatonine dans la circulation. Alors la mélatonine, on en a déjà parlé, c'est extrêmement important. C'est la mélatonine, elle va réguler pratiquement tout ce qui est nettoyage des réactifs oxydants, élimination la détoxication. En fait, la nuit, nous dormons et notre sommeil nous sert essentiellement à nous détoxifier et à grandir, à nous réparer et à grandir. Donc quelqu'un qui dort pas, c'est pas bien. On a vraiment besoin de dormir. Euh, alors on va voir ici c'était I guess, dans la cellule, voilà.
Mélatonine. Mélatonine. Pas mis l'accent. Toi. Mélatonine. Ben, dis donc. Il y avait un diagramme qui montrait tous les effets de la mélatonine. Et je l'ai mis ailleurs, alors. Il est peut-être là où je l'ai. Il est en endocrinien, alors. Mélatonine. Oui, il est ici, pardon. Voilà. C'est ici. L'effet de la mélatonine. La mélatonine a des effets sur la croissance, la régulation de la masse musculaire et de la masse osseuse. La mélatonine a des effets euh, pour synchroniser le système nerveux central et périphérique. La mélatonine a des effets sur la maturation des ovaires et des testicules. La mélatonine a un effet sur le développement du placenta. Bam. Et la mélatonine a des effets sur régulation des oncolytiques, oncostatiques. Donc, il régule les tumeurs. En fait, les tumeurs, c'est une réaction presque naturelle. Dès qu'il y a un déséquilibre, dès que les cellules vieillissent un peu, ou sont pas assez, commencent à faire autre chose que ce qu'elles doivent faire, ils font pas assez de respiration, ont pas assez de mitochondries et commencent à faire produire trop d'acide lactique, elles commencent à faire des bêtises et à se développer des tumeurs. Donc des tumeurs, tout le monde en a, tout le temps. C'est un processus normal. C'est une réaction naturelle. C'est quoi? C'est une réaction naturelle qui est contrôlée par le système immunitaire cellulaire. Donc il faut un bon système immunitaire et par l'effet excessivement bénéfique et protecteur de la mélatonine qui permet d'éliminer par donc de donner des signaux d'apoptose à ces cellules pour qu'elles soient éliminées. On peut les détecter, les éliminer. Voilà, donc c'est cet effet oncostatique de la mélatonine. Alors, c'est un l'antioxydation, donc ça va tout ce qu'elle élimine permet d'éliminer, de réguler réguler l'élimination des réactifs oxydants. Extraordinaire. Ça, peut-être l'activité la plus importante. Elle stimule l'immunité, elle régule le système cardiovasculaire et elle permet de réparer le cerveau, protéger le cerveau. C'est-à-dire, elle agit au niveau des microglies, qui sont ces cellules gliales qui vont réparer, réguler les synapses. Donc, la mélatonine, si on n'en a pas, on est très mal. Donc, quelqu'un qui ne dort pas, ou trop peu, il s'expose à des graves problèmes de santé. Si c'est de façon chronique et répétée, c'est une personne qui va décroître en santé et qui va vers des maladies graves. Donc il faut dormir quoi qu'il arrive. Parce qu'on parlait par exemple hier par rapport au stress ou avant-hier. Mais en fait la meilleure façon de réagir au stress chronique, ben, c'est de s'en foutre et et de dormir plus. C'est vraiment de prendre les choses à la légère, même si c'est sérieux, c'est vraiment allez, je prends un bouquin que j'aime bien, je me mets dans un fauteuil et je lis. Et je laisse passer l'orage. Même s'il y a quelqu'un qui toque, parce il veut 5000 francs suisses tout de suite, parce que sinon il sort, on s'en fout. Même s'il y a des huissiers, on s'en fout. Même si, on s'en fout. Même s'il y a un adolescent qui fait des tas de conneries, on s'en contrefout. Et c'est le mieux. Parce que de toute façon,
Euh, Ça s'appelle le je m'en foutisme bienveillant. Ça veut pas dire qu'on néglige les problèmes. Ça veut dire que simplement, on commence à régler les priorités, à se dire que bon, la chose la plus importante, c'est de rester en bonne santé et que sans ça, il n'y a rien qui marche. Alors, s'il n'y a rien qui marche, alors c'est à peine de commencer à essayer de jouer au héros. Donc, si par exemple, tu vois, par exemple, on te met dans une tranchée, on t'envoie en Ukraine pour te battre. Hein, et puis on te met dans une tranchée avec un canon, et puis on te dit tire, tire. Mais tu peux toujours dire, mais oui, mais j'ai pas fini mon sandwich. Ou bien, ah, il faut que je dorme encore un peu. Ou tiens, j'ai pas fini ma partie de dés ou d'échecs avec mon voisin. Ou si on allait jouer au foot. Et c'est c'est toute une philosophie que j'affectionne particulièrement parce que c'est aussi très lié au théâtre d'improvisation. Et on peut me dire qu'on s'éloigne du sujet, mais le, le théâtre d'improvisation, les règles, la philosophie, c'est une philosophie en fait. Et c'est une philosophie très très bonne pour la santé parce que ça permet pas de tourner en dérision, hein, mais de, en permanence avoir ce côté potache ou tu vois, par exemple, tu pourrais dire oui, mon cerveau c'est le commandant en chef et puis toi ton corps finalement c'est une espèce de bidasse avec les mains dans les poches une fleur entre les dents qui dit ouais, OK, on y va, mais tranquilo, mañana no haces mañana lo que puedes hacer mañana por la mañana, ¿entiendes? C'est voilà. C'est Manolo qui doit réparer la plomberie. Il dit, ¿por qué hacerlo mañana? Lo que puedes hacer mañana por la mañana. De la mañana. Tranquilo. Qui fume son pétard ou je sais pas, ou son petit verre de vin. Mais ça, et Manolo, il a pas de problème. Et Manolo, il vivra beaucoup plus longtemps que tous ces petits cons de Suisse qui essayent de gagner un maximum de pognon pour s'acheter je sais pas quoi. Non, mais vraiment. Alors, non, mais c'est vrai. Excuse-moi, avec tout le respect pour, c'est vrai. Alors, bon, on continue. Alors, j'aurais pu très bien dire les cons de Belge aussi, hein. Ouais, c'est pas sympa. Non, mais quelque part, Manolo, il a raison, quoi. Il est là et lui, il est resté dans son village. Il- et puis, quand on vient en vacances chez lui, ou visiter en vacances, mais Manolo, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'achètes pas une grosse voiture et pourquoi tu vas pas en ville? Et lui, il est bien, Mao. C'est vrai. Alors, bon, il y a un peu de ça. Alors, venons-en un peu plus loin. Donc, ah oui, la glande pinéale, c'est pas fini. C'est pas fini. Euh, parce que je fais des digressions et on va, si, pinéale. Pinéale aussi. Ah, bah oui, pourquoi c'est pas, pourquoi on avait dit qu'on n'a pas fini avec la glande pinéale, là. Déjà, les cellules pinéales, elles sont vraiment spéciales, tu vois. C'est, c'est une cellule elle ressemble un peu à un astrocyte comme ça, mais c'est pas un astrocyte. Elle fabrique la sérotonine. Et la sérotonine, c'est un précurseur ou c'est dans le même chemin métabolique que la mélatonine. Mhm. La sérotonine, c'est la molécule du plaisir par excellence, avec la dopamine qui est plus le plaisir à l'état brut. La sérotonine, c'est la molécule de l'extase. Alors, en plus, elle a des cellules elle a une capacité de, récep- de réceptionner la lumière, un peu comme la rétine, comme, euh, comme les cellules de la rétine qui sont capables de capter la lumière. Elle est non seulement capable de capter la lumière, mais d'en produire. Et en plus, la glande pinéale, elle est en contact direct, en fait,
le troisième ventricule dans le cerveau. Alors, si tu regardes les ventricules dans le cerveau, c'est pas rien du tout. C'est, je vais trouver ces ventricules parce que j'ai justement, je me suis dit, on va se faire plaisir à regarder qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau. Ventricule. Ventricule. Ah, je crois que j'ai. Oh, 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 oh. Tac. Le cerveau ici, j'ai un truc ici. Un nerf crânio, non. Ouais, ouais, ouais. Tout de suite, mais je viens d'abord avec ça. Avant, ventricule, tout de suite. Termine avec ça. Ventricule. Ventricles. Voilà, ventricule. Voilà, tu vois, les ventricules. C'est l'eau qu'on a à l'intérieur du cerveau. Et lui, en fait, la glande pinéale, il y a vraiment plein centre, tu vois. C'est vraiment le truc qu'il y a là, quoi. C'est le contact direct avec le ventricule. Et l'eau, c'est immense, immense important. Et c'est aussi, t'as ici, au sommet du crâne, t'as un petit trou, comme ça, t'as le troisième œil, et c'est contact direct. Et en fait, avec le fluor, euh, quand on mange trop, enfin quand on met trop de fluor dans les liquides, etc., ça provoque la fermeture de cet opercule qui vraiment crée le canal énergétique avec la glande pinéale. Bref, on va faire une petite pause jusque 50, ça va? À tout de suite. Ciao, ciao.